Bonjour chers téléspectateurs, ou bonsoir. Voilà, on se retrouve pour la deuxième fois depuis la rentrée. Je suis très très heureuse aujourd'hui de vous présenter une personne et puis une thématique qui est peut-être un peu voilà, innovante dans nos eaux martiniquaises parce qu'il vient de Guadeloupe, donc il a l'habitude de travailler avec son peuple dans ce domaine-là. Il s'agit donc de Gérard Tousset, qui est chanteur, chef de chœur et formateur vocal. Donc il y aura voilà, l'opportunité aujourd'hui de nous parler de son activité, de ses choix, de sa politique aussi en matière de musique et de dispense de techniques de chant, etc. Donc je vous souhaite de pouvoir entrer en contact avec lui parce qu'il a des activités à la Martinique, il dispense des cours de musique et de chant, non, des cours de chant plus précisément. Et pour le contacter, donc vous aurez ses coordonnées téléphoniques plus tard. Je vous souhaite donc une bonne émission et puis n'hésitez pas à appeler Zouk TV si vous avez envie d'entrer en relation avec nos invités. Voilà, donc prenez bien du plaisir à écouter Monsieur Tousset. Bonjour Monsieur Tousset. Bonjour. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vous qui allez parler beaucoup, nous raconter un petit peu cette triple activité par laquelle vous vous définissez. Ou ce ne sont pas forcément des activités ou des catégories d'activités, de professions qu'on met sur le même plan. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement plusieurs histoires qui peuvent être racontées par rapport à mes différentes casquettes. C'est ça. Parce que dans la vie, il y a des choses qui nous rattrapent et il ne faut pas résister parce que si on résiste, on ne peut pas se sentir bien avec soi-même puisque ce sont des rappels intérieurs qui nous disent « Ah, voilà, ça, tu aimes faire ça, donc autant faire ce que tu aimes plutôt faire ce que tu n'aimes pas. » C'est là où on peut y mettre le cœur, on peut y mettre l'enthousiasme et quand il y a des difficultés, on peut effectivement considérer les difficultés comme des défis à surmonter et la vie continue et la vie reste belle. Oui, la vie reste belle parce que en fait, votre travail consiste à la rendre belle puisque vous touchez à un organe et puis à une activité qu'on pratique lorsqu'on a effectivement, lorsqu'on est heureux, lorsqu'on a du bonheur, lorsqu'on a envie d'extérioriser un état intérieur qui est effectivement qui relève d'une forme d'épanouissement, en tout cas même passager d'un certain bonheur. Oui. Alors, vous allez nous dire un petit peu pour en venir très très vite à cette triple casquette, beaucoup de gens chez nous chantent et beaucoup de nos musiques, j'allais dire du quotidien, sont des musiques où on entend des gens chanter sur des musiques qui parfois nous paraissent un petit peu en décalage et il suffit de savoir émettre des sons un petit peu harmonieux pour se dire chanteur. Comment vous situez-vous par rapport à ça? Parce que c'est une activité c'est une habitude dans nos eaux, et même d'imaginer qu'on puisse prendre des cours de chant vocal avant de se lancer dans la profession de chanteur de zouk, par exemple. Oui, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit l'individu qui parle, dès sa naissance, avant de parler, il chantait. Donc mon travail concerne évidemment le chant, l'expression orale par la voix chantée, mais aussi la voix parlée. Ça veut dire que j'ai l'occasion de rencontrer des conférenciers, des enseignants, des acteurs, des commerciaux, des chanteurs de tout style de musique qui viennent me voir parce que la voix, c'est quelque chose de formidable. Mais pour revenir au chant, évidemment, comme tout métier, on a besoin. Comme tout métier, on a besoin d'avoir des compétences. Donc, se réveiller le matin et puis, parce qu'on a des amis qui sont dans certains réseaux, décider qu'on est chanteur,
je dis il faut qu'on arrête ça. C'est-à-dire que tous nous pouvons chanter, c'est dans notre culture, dans notre histoire aussi, le chant, puisque c'est une excellente manière d'évacuer, c'est une excellente manière de se rencontrer, mais c'est aussi une manière pour ceux qui en ont l'expérience et qui ont étudié le sujet, c'est une excellente manière aussi de nous manipuler. Donc c'est à nous de savoir comment revenir à nos propres sensations, à nos propres histoires, pouvoir parler nous-mêmes, de la manière qu'on a envie d'en parler. Ceux qui ont envie d'entendre, ils l'entendent. Parce que pour moi, le chant, ou en tout cas la voix, c'est un chemin de libération. Mais ça veut dire que par rapport à votre remarque précédente, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans nos sociétés où effectivement il suffisait de savoir eh bien, chanter, ce qu'on appelle savoir chanter, sans se soucier justement de poser sa voix, de travailler sa voix, d'en faire eh bien, un instrument professionnalisé. Ça veut dire que chez nous, on est en train de changer, que quelque chose évolue. De toutes les façons, nous sommes obligés de changer. Nous sommes obligés d'évoluer parce qu'il y a des questions qui se posent. Pour quelles raisons on a du mal à percer à l'international si on reste sur l'activité de professionnel de la voix? Pour quelles raisons au niveau développement économique et social, on a des difficultés? Donc les gens cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions, ils cherchent à comprendre. Et ce qui est formidable, c'est que c'est beau d'aller chercher à comprendre, mais souvent les solutions sont déjà là et elles sont là sous nos yeux et on a tendance à vouloir aller les chercher ailleurs. Et malheureusement, quand on fonctionne avec les paradigmes des autres, nous sommes encore plus perdus, on ne s'y reconnaît pas, on devient les autres. Oui, on devient les autres, mais il y a des choses que font les autres qui en font des professionnels que nous n'avons peut-être pas assez tendance à imiter, alors que nous imitons peut-être plus leurs défauts que leurs qualités. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Parce que on a beaucoup parlé du zouk, on l'a critiqué, on lui a reproché de ne pas franchir les frontières, et puis d'être aussi classé dans la world music. Et on a l'impression qu'on est victime effectivement de certains ostracismes. Mais est-ce que dans nos productions, il ne manque pas d'exigence et de professionnalisme? Je pense que tout à fait. Mais on n'a qu'à voir au niveau des écoles de musique. On peut poser la question quelles sont les écoles qui ont des professeurs qui ont des diplômes pour pouvoir transmettre, notamment sur le sujet qui me concerne, la voix. Parce que ce qui s'est produit, c'est que il n'y a jamais eu jusqu'à l'année 2017 un diplôme spécifique pour l'enseignement de la voix. Pas seulement parler, mais la voix chantée, ça veut dire pour le bien-être, pour la production de spectacles, et puis pour la prise de parole en public ou en rendez-vous privé. Ce qui se produit, c'est que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, parce que je suis sur les deux îles sœurs et je n'en fais pas la différence, je considère que nous pouvons effectivement réussir à construire ensemble pour pouvoir développer ce que sont nos musiques. Quand je disais tout à l'heure qu'il suffit à certaines personnes d'avoir des réseaux, c'est parce que y a des gens qui ont des voix extraordinaires, fantastiques, mais des gens sérieux. Et ils n'osent pas aller chanter parce qu'ils estiment que ce qu'ils font n'est pas encore assez qualitatif. Donc ils préfèrent rester dans la dimension amateur. Il y a d'autres personnes qui sont plus opportunistes et quelquefois qui sont moins douées aussi peut-être, inconscients, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la valeur, ils y vont avec leur cœur, leurs envies. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie et dans le monde partout autour de nous. Dès qu'il y a un vide, eh ben, il faut que ce vide soit comblé. Donc ceux qui ont les outils, les moyens pour le faire ne rencontrent peut-être pas les bonnes personnes ou ne sont pas là au bon endroit ou ils sont préoccupés par autre chose parce que il y a cette, comment dirais-je,
ces a priori qu'on a sur les professions artistiques. Parce que le culturel, c'est un moyen de maintenir une société debout. Donc ça veut dire que si, au point de vue culturel, nos décideurs ne sont pas conscients de l'importance de l'art, l'importance du développement culturel, et qui préfèrent investir dans d'autres domaines sans respecter nos spécificités, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on a les dirigeants qu'on mérite? Mais c'est une question qui reste en suspens. Mais je veux dire qu'il y a quand même des choses à faire et tout n'est pas perdu et encore c'est possible aujourd'hui. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, vous avez compris, il s'agit de vous faire ou de nous faire réfléchir sur un domaine, le domaine d'une pratique qui fait partie de la culture peut-être, mais aussi d'une certaine vision que nous avons de la culture. Dans beaucoup de situations, nous sommes assez bricoleurs, nous avons assez l'habitude aussi de considérer que ce dont nous avons hérité doit se transmettre ou se reproduire à l'identique. Et très souvent, nous négligeons. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'effort que nous avons à faire de nous professionnaliser pour offrir justement de la qualité à notre public ou à nos publics, participe par exemple, de professionnalisation dans des domaines auxquels on ne pensait pas auparavant. Alors la question de la voix, on va la voir avec vous, que vous nous parliez d'abord de ce que c'est que la voix, parce que tout le monde en a une et l'utilise, comme vous le disiez, suivant les opportunités, mais aussi de manière assez spontané. On ne pense pas en faire comme lorsqu'on achète une guitare ou un instrument de musique qui est extérieur à nous. On en fait, on sait qu'il faut l'accorder, qu'il faut la soigner, qu'il faut, etc. L'ajuster aussi aux productions, aux productions, en tout cas, sur le plan culturel, ce qu'on a envie de produire, parce qu'il y a des styles de chant, il y a pas... vous étiez aussi, vous avez participé au gospel, aujourd'hui à la musique traditionnelle et aux spirituals, etc. Donc, en fonction de cela, la voix ne s'utilise pas. D'abord, c'est un instrument comme les autres, c'est ce que vous voulez nous dire. C'est un Pas exactement. Pas exactement. Pas exactement. Mais en tout cas, c'est un organe instrumentalisé. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez d'abord, si c'est pas exactement un instrument comme les autres, quelle est sa spécificité? Alors, la spécificité de la voix, c'est que la voix, si je prends par exemple un tambour, le tambour il est là, mais le son du tambour pourrait représenter la voix. Ou le piano il est là, ou la guitare elle est là. Si je ne joue pas de cette guitare et si je ne sais pas jouer de cette guitare, ou je la laisse dans son coin, je m'en occupe pas, elle ne va rien produire. L'instrument, c'est notre corps, c'est notre vie, c'est notre histoire, c'est ce que nous avons à raconter. Et la voix, c'est le résultat. À tel point que quand on écoute une voix, ou quand on émet une voix, la voix elle est émise, mais une fois qu'elle est partie, on ne sait plus la retenir parce qu'elle ne nous appartient plus. C'est vrai que la voix peut être considérée comme un instrument pour pouvoir accompagner un projet. Donc on va utiliser la voix comme un instrument. Mais au niveau d'un chanteur ou d'un orateur, son instrument, c'est pas la voix, son instrument, c'est son corps. Et tout le point particulier et précis qui nous amène à cette réflexion, ce sont toutes ces dernières recherches qui ont été faites grâce aux nouvelles inventions d'appareils sur la neuroscience, l'IRM, tout cela qui permet de comprendre comment ça fonctionne. Et ça nous amène à considérer que grâce à notre contact avec notre corps, parce qu'il s'agit de ça, notre contact avec nous-mêmes, notre connexion avec nos sensations,
nous pouvons effectivement avoir la possibilité d'aller générer un effet sur notre corps avec tout un contexte qu'on va dire sonore, acoustique, qui va permettre à la voix d'exister. Alors, dans le passé, on utilisait un support qui était la voix, un contexte qui était la voix en acoustique naturelle. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'amplification, on utilise notre voix différemment. Qu'est-ce que c'est que la voix? Alors, ça se passe où? Je dirais que au départ, le corps humain est tellement bien fait qu'il y a plusieurs niveaux, mais il y a 3 niveaux principaux qu'on a besoin d'accorder pour pouvoir faire fonctionner la voix. On va utiliser la respiration qui va passer au travers des cordes vocales, et puis l'espace de résonance. Quand on réussit à accorder ces 3 niveaux, en fonction du résultat recherché, on peut arriver à quelque chose. Quand on parle des cordes vocales, pour parler de l'instrument qui est le corps, le but, la raison d'être des cordes vocales à la base n'est pas forcément de faire du son. Les cordes vocales sont là juste pour fermer l'accès à la trachée artère, donc à l'entrée des poumons, pour que nous puissions continuer à manger ou à avaler ou à boire sans que ça rentre dans nos poumons. Et après, les cordes vocales s'ouvrent pour pouvoir respirer. C'est là la première fonction des cordes vocales. Quand on parle de cordes vocales, on y pense pour la voix, oui, mais pas que ça. Et quelqu'un peut effectivement utiliser ces cordes vocales pour parler, comme nous tous, mais il faut se rendre compte que c'est quand même un organe qui avait une fonction première qui était autre que celle. C'est une sorte de détournement de la fonction. Ça veut dire que la voix est plus à mettre en considération comme les cordes vocales, à travers la voix, comme quelque chose de volontaire. Mais que vous l'associez très systématiquement au corps, les gens qui chantent de manière très spontanée n'ont pas forcément cette conscience-là. C'est ça, donc vous en parlez en tant que professionnel, mais les gens du commun, entre guillemets, font un usage très libre et tout aussi, j'allais dire, efficace. C'est-à-dire, quand les gens ont envie de chanter spontanément, il y a beaucoup de gens qui vont dans des chorales et qui n'ont pas travaillé leur voix de manière particulière. Donc, ce rapport au corps, c'est une vision et une approche aussi qui peut être un peu étonnante même si la voix fait partie du corps. Mais peut-être que ça demande aussi d'amener les gens à penser, pour donner peut-être aussi l'importance qu'il faut lui donner, amener le public à penser le lien qu'il y a entre la conscience qu'on a de son corps et la production de la voix, qui est l'aboutissement en fait. Oui, c'est ce que vous dites, c'est l'aboutissement en fait d'un processus. C'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui à ma 3e conférence sur la voix en Martinique. Découvrir sa voix, le bien-être vocal que j'ai fait récemment avec le centre culturel du Lamentin. Et puis encore là, la décolonisation vocale. Ce que j'ai fait prochaine, qui est une le titre de l'une de votre conférence. Voilà, la conférence, pour pouvoir sensibiliser, parce que si on regarde bien, notre société, elle est construite de façon à ce que on invite les gens à oublier le plus possible qui ils sont, d'où ils viennent et comment ils sont. Donc accepter autre chose que ce qu'ils sont. À tel point de quoi que c'est là où on fait la différence entre l'image vocale et le schéma, le schéma corporel et l'image corporelle. Parce que on a l'exemple de gens qui ont eu une amputation de membres, mais ça change pas leur image de leur corps. Ils gardent toujours cette sensation du membre fantôme. Donc la voix, elle fonctionne sur ces mêmes paramètres. Donc trop de gens se privent de pouvoir chanter,
mais surtout chanter en conscience. Parce que, comme tout, si on maîtrise quelque chose à notre niveau, on ne peut que s'améliorer, que perfectionner, que aller plus loin et que rendre les choses plus accessibles. Donc la voix dit quelque chose de la culture, de l'identité, d'une compétence aussi d'un genre particulier? Quand vous dites compétence de genre particulier, est-ce que vous pourriez préciser? Parce que tout le monde chante en fait. Est-ce oui, que tout le monde chante, mais beaucoup de gens disent qu'ils ne chantent pas. Voilà, mais en fait tout le monde chante, et sauf à part ceux qui disent qu'ils chantent faux, et c'est vrai qu'on a l'impression que il y a des gens qui ne savent pas placer leur voix. C'est la question que je voulais vous poser, donc par rapport à la définition que vous donnez de la voix, qui en fait un objet, un organe véritablement incarné, et dont on peut suivre éventuellement le fonctionnement ou le mécanisme par visualisation. Donc on a le sentiment tout d'un coup que effectivement la voix que vous distinguez des cordes vocales est un organe voilà, à part entière, qu'on pourrait, en tout cas un instrument ou un organe instrumentalisé qui fonctionne à part entière. La question c'est à quel moment vous décidez que quelqu'un chante faux par rapport à quelqu'un qui ne... Alors, ça signifie qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour juger de l'efficacité de la voix, de sa capacité à restituer ce que vous appelez des sonorités, puisque vous dites que l'instrument en tant que tel peut être là, posé et sans émettre aucun son, donc il n'y a pas, éventuellement, ne renseigne sur rien du tout, de très précis. Oui, c'est ça. Sauf à entendre la sonorité qui nous dira s'il s'agit d'un gospel ou d'un... etc. Oui, c'est-à-dire que au niveau de l'usage qu'on va faire de notre voix, sur la question de chanter juste ou chanter injuste, je fais exprès de le dire comme ça, chanter faux ou chanter vrai. Déjà, quand on utilise ces quatre mots, on se rend compte qu'il y a déjà un problème. Un parti pris, oui. Voilà, c'est ça. Clair, oui. Il faut rentrer un petit peu dans l'histoire de pourquoi quelqu'un peut arriver à chanter faux, comme on dit. Pourquoi il y a cette exigence à chanter juste? Parce que quand on regarde un enfant qui grandit, il ne se met pas debout et à marcher sur ses deux pieds comme un cheval ou comme un autre animal qui, dès sa naissance, commence à courir. L'être humain est conçu différemment. Il lui faudra plus de temps pour pouvoir passer, franchir plusieurs étapes, avoir le temps de construire. Quand un enfant naît, on lui laisse le temps d'être porté, on lui laisse le temps de marcher à quatre pattes, entre guillemets, on lui laisse le temps de tituber quand il marche. La voix, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si l'enfant, on ne lui donne pas la possibilité de se mettre sur ses deux pieds, on ne l'encourage pas, on n'accepte pas qu'il puisse tomber, tituber, il ne va jamais grandir. Et le phénomène vocal, c'est la même chose. Quand on a une société qui considère que la voix doit être d'une certaine manière et d'après certains critères ou une certaine norme, beaucoup de gens cessent de parler, ils se taisent. Mais tous ces gens-là qui n'utilisent pas leur voix, ils n'auront pas d'autre choix que d'être en dehors du circuit parce qu'ils vont chanter faux, parce qu'ils n'ont pas exercé. C'est-à-dire que... Mais là, c'est parce que, on va dire, on considère chanter faux comme quelque chose de spécifique. Mais lorsque vous êtes à côté de quelqu'un et que vous avez le sentiment que ceux qui chantent et que cette personne chante faux, il y a quelque chose qui se déclenche en vous. Évidemment, bien sûr. Qui est de l'ordre, je ne sais pas, d'une forme d'harmonie brisée, mais vous l'entendez. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste pour savoir ou noter, remarquer que la personne à côté de vous ne chante pas. Donc, on a quelque chose en nous qui nous signale que, voilà, le vrai ou le faux. C'est quelque chose en nous qui nous le signale est de deux natures. Soit c'est d'une nature culturelle, ça veut dire que
parce que notre oreille a été construite d'une certaine manière. Parce que il y a 3 siècles de ça, nous sommes, oui, il y a un peu plus de 3 siècles, quand l'Église catholique entendait, ou l'Église en général, on va dire comme ça, sans nommer certaines, mais c'est déjà parti, c'est pas grave, je peux plus la retenir. Quand l'Église imposait que les musiques soient construites qu'avec des sonorités majeures, parce qu'ils considéraient que les sons mineurs amenaient une sensation corporelle qui était plus qu'on pourrait appeler musique diabolique. Quand on a cet aspect culturel-là qui va faire que pour tel type de musique, tel type de société, on va parler par exemple dans la société occidentale, il y a une manière de construire les harmonies. Bien sûr. Donc quand ils entendent les premiers pas de la musique jazz avec des sons mineurs, des sons, des notes bleues, ou alors avec des dissonances, et ça les dérange par rapport à leur culture au niveau de l'oreille. Ça, c'est une chose. Quand on a les pygmées, ils n'ont pas la même manière d'harmoniser que d'autres peuples. Quand on écoute tous les peuples du monde, à la base, quand ils veulent produire la musique, ils commencent par faire quoi? Ils commencent par, avant l'invention de l'électricité, avant l'invention de tous ces appareils que nous avons aujourd'hui, le départ de l'expression orale, ça a toujours été la voix et la percussion. Et les gens, à cette époque-là, ne se posaient pas la question et ils pratiquaient et ils fonctionnaient avec cela. Le deuxième, à part l'aspect culturel, c'est-à-dire ça dépend de quelle école vous venez, où on a mis beaucoup l'accent sur ça ou plus sur autre chose, le deuxième facteur, le deuxième élément, ça va être plutôt votre capacité à écouter. Donc, vous allez écouter une harmonie et cette harmonie, vous la trouverez agréable. Parce que dans notre corps, il ne faut pas ignorer, il ne faut pas l'oublier, je pense que vous le savez aussi bien que moi, qu'on fonctionne avec des substances chimiques qui sont de l'ordre des hormones qui nous font aller vers du plaisir, du déplaisir, de la stimulation, ou etc. Donc la musique ou la voix va rentrer en mouvement, en synergie avec tous ces paramètres dont on n'a pas forcément conscience. Et la formation que je fais décrit tous ces étapes pour permettre au futur formateur vocal de pouvoir lui-même accompagner de façon efficace l'élève ou le groupe de personnes. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de référence en soi pour juger de ce qui est juste et faux. Enfin, ce que je comprends dans votre explication, c'est que c'est d'abord le son est d'abord en fait les sonorités sont d'abord culturelles, elles sont acceptées. Il y a des sonorités dans la musique asiatique, par exemple, qui agacent beaucoup des oreilles qui ne sont pas habituées. La musique classique aussi. Dans la musique classique. Quand les Européens occidentaux ont décidé aussi que le jazz n'était pas une musique, il y avait de cet quelque chose, une réflexion, ou en tout cas une sorte de stéréotype de cet ordre-là. La question, c'est qu'il y a eu des évolutions sur le jazz. Aujourd'hui, oui, les Européens parlent d'un jazz, etc. Et puis ils parlent aussi d'un jazz européen, d'un jazz européen, occidental, qui n'est plus du tout, qui a perdu toute connexion avec le jazz des New Africains. Orleans, Bon, donc ça signifie qu'on peut évoluer aussi dans les jugements qu'on émet sur certaines musiques. Probablement aussi parce qu'on l'écoute, on s'y habitue, où il y a une culture en fait qui se met en place. Donc on est sorti de la voix pour parler de la musique et il faut qu'on dise aux téléspectateurs que c'est pas la même chose, que c'est pas la même chose, qu'on va en parler séparément et qu'il y a à faire aussi le lien. On était parti au départ, je vous ai posé des questions sur nos chanteurs de zouk, puisque on disait, il y a quelqu'un qu'on connaît, qui a une certaine célébrité, qui l'avait appelé musique Kleenex, parce qu'on considérait qu'effectivement,
les conditions dans lesquelles elle était produite n'étaient pas voilà, faisait qu'elle n'était pas une musique respectable. En tout cas, quand on parlait de la grande musique, surtout qu'on avait enfermé tout ce qui était musique classique, musique venue d'ailleurs, sous la terminologie de grande musique, et que le reste, ce que nous produisions, c'était bagaille vieneg, c'était ci, c'était ça, heureusement. Heureusement que ça bouge aujourd'hui. Ça bouge beaucoup, et puis nous avons de plus en plus de pratiquants exigeants, qui ont eux-mêmes étudié les théories musicales, qui savent aussi définir très exactement les catégories musicales auxquelles leur culture réfère. Et donc, on a des classements, des classifications qui nous permettent de prendre notre place dans la musique et de ne pas se laisser forcément classer dans la world music comme les Européens, en tout cas la France, le fait. D'accord ? Donc, là, on a ce qu'on peut appeler des conquêtes. Alors, j'aimerais qu'on distingue donc, tout à l'heure la question de la voix, la question du chant, la question de la musique, puisque effectivement, la voix ne produit pas spontanément de la musique. Vous posez la voix sur de la musique, souvent, quand vous êtes accompagné. Oui, on pose la voix sur la musique, mais vous me donnez l'occasion de parler de quelque chose qui me tient à cœur quand vous posez la question de cette manière. Moi j'aimerais, permettez, j'aimerais que nos téléspectateurs vous connaissent un peu. Donc, parce qu'on est entré tout de suite dans un grand débat et vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez un cursus aussi peut-être un peu atypique pour certaines personnes. Parfaitement. Vous relevez... J'assume. Oui, mais c'est ça, mais c'est ce qui fait l'intérêt, parce que vous nous faites entrer aussi dans des domaines de la connaissance de soi, de sa culture, dans des exigences nouvelles aussi, puisque notre société, elle s'est construite dans certains domaines de manière un petit peu, on va dire... laborieuse. Oui, puis en se bricolant parfois, parce qu'elle a des capacités qu'elle n'a pas forcément transformées en compétences, parce que du fait qu'elles sont des sociétés, on va dire, placées à la périphérie de la grande société, elles n'ont pas eu le droit de se développer en tant qu'entité pleine et entière avec des spécialistes. Chaque fois qu'on en a eu besoin, on a envoyé nos jeunes se former ailleurs, et l'ailleurs produit un autre type de culture musicale ou se réfère à d'autres formes de sonorité aussi. Les voix, on les entend aussi, on entend les voix noires, entre guillemets, des voix occidentales ou des voix asiatiques. On sait le reconnaître. En tout cas, moi, je fais très très vite la différence. Je n'ai pas besoin de... Peut-être avec l'assimilation, cela est en train de changer chez nous, mais je sais qu'il y a... J'entends des personnes de groupes ethniques différentes, et je sais reconnaître les voix. Oui, je suis d'accord avec vous, parce qu'on parle d'un thème technique. On va parler du timbre vocalique et du timbre extravocalique. C'est-à-dire que l'imitateur, il peut beau vouloir imiter quelqu'un, mais il y a quelque chose sur laquelle il ne peut pas tricher, c'est qu'il a une morphologie qui lui est propre. Donc il y a forcément une résonance particulière de sa voix qui va jouer. Donc c'est là où vous dites que ces cordes vocales sont... il y a ces cordes vocales, il y a la densité, sa densité osseuse, il y a quelque chose de plus organique. Oui, c'est-à-dire qu'une morphologie au niveau de l'espace résonantiel et au niveau de la taille des cordes vocales, de la nature des cordes vocales. Il y a des cordes vocales qui sont plus petites, plus étroites, voilà. Chacun est fait, et c'est pour cette raison qu'on peut ouvrir les portes avec une voix. On peut, même si la personne est enrouée, on reconnaît quand même la voix de la personne, mais ça veut dire bien que la voix, c'est notre identité. Et la voix ne fonctionne pas sans le développement de l'oreille. Et c'est vrai que quand vous dites qu'au niveau de nos sociétés, il y a eu des difficultés, parce qu'on a fait taire trop souvent les gens qui avaient des choses à dire. Deuxièmement, le fait de dire à quelqu'un que
le plus beau est ailleurs, donc on se dénigre soi-même, on perd confiance en ce que l'on est, on perd confiance en ce que peuvent nous proposer les compétences que nous avons chez nous. Donc on perd nos richesses, et évidemment, pour devenir autre chose que ce que nous sommes. Ça veut dire qu'il y a besoin, de plus en plus besoin, que l'on aille dans cette direction de conscientisation que nous ne pouvons pas être quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. Et il faut l'assumer. Mais je crois qu'il y a un domaine où on ne triche pas, c'est-à-dire qu'on imite aujourd'hui beaucoup, il y a beaucoup d'orchestres et de groupes qui reprennent toute la partie instrumentale de notre culture musicale, mais qui ont du mal à le faire au niveau des chants. Du chant parce que on chante pas comme un T-Émile, même en essayant d'imiter, comme un Mona. On peut apprendre à chanter comme un T-Émile. Non, on peut, mais en général, mais on ne sera pas Mona. Non, mais en général, même quand il y a des désirs d'imitation et que parfois ça colle très bien, on peut s'y tromper. Il y a, je trouve, cette tendance-là est bien moins, sauf quand il y a eu vraiment de grands imitateurs, notamment en France de Mireille Mathieu ou de chanteurs. C'est pas une pratique qu'on a eu beaucoup chez nous. Il y a bien des gens qui ont repris nos traditionnalistes, mais j'ai l'impression, peut-être que je ne suis pas assez informée, qu'il y a quelque chose justement de ce que vous disiez, d'une idiosyncrasie en matière de voix qui fait qu'on ne va pas violer facilement cette barrière-là, aller au-delà, prendre la voix de l'autre véritablement, parce qu'elle dit l'identité. Vous avez dit, quand on entend chanter vos grands chanteurs de K ou nous de Belay, etc. Voilà, on a beaucoup repris leur rythmique, mais beaucoup moins leur voix. Alors, ce que je voulais dire aux téléspectateurs, voilà, on est parti sur les chapeaux de roue, mais vous ne connaissez pas Monsieur José Gérard Tousset, qui va nous parler maintenant un petit peu de lui. Enfin, j'ai donc sa biographie, sa biographie sous les yeux. Il va nous dire un peu sa carrière. Je vous ai dit, je vous l'ai présenté comme chanteur, chef de chœur et formateur vocal, et il est à la Martinique régulièrement. Régulièrement, oui. Parce qu'il tient une sorte il tient des conférences, comment vous les appelez? Conférences vocales? Je fais des conférences sur la voix. Sur la voix. Qui accompagnent en même temps, qui sont accompagnés par des stages ou des séminaires pour les gens qui veulent se perfectionner, en savoir plus et évoluer. Mais pour les gens qui veulent chanter aussi? Pour tous ceux qui s'interrogent sur leur voix. D'accord. Parce que on est sur des outils qui ne sont pas encore vulgarisés. Et ma démarche, c'est de vulgariser l'accès à la voix, à une technique de voix qui permettrait à tout le monde de s'y retrouver, en tout cas d'avoir au moins une base pour pouvoir faire un minimum, ouvrir la porte de ce qu'ils veulent ouvrir. Donc ceux qui ne sont pas nécessairement intéressés par le chant, mais qui ont envie de... Et quand on dit de poser sa voix, on apprend à poser sa voix. Je suis très très étonnée à la Martinique par le nombre de gens, quand vous passez dans un média, qui vous interpellent sur la voix. Je ne connaissais pas cette importance que les nôtres accorde à la voix. C'est un signe positif. Non, mais qu'est-ce qui dans notre culture explique que nos gens, parce que c'est vraiment à la Martinique que j'ai entendu ça, accordent autant d'importance enfin l'entendent aussi fort. Je veux dire, ça résonne très très fort. Ça résonne très fort parce qu'il y a une grosse souffrance autour de la question de l'expression orale. Nous étions dans des familles où on nous interdisait de parler et puis on a vécu des choses douloureuses, on ne s'est pas exprimé là-dessus. L'usage de la voix, c'est un moyen d'apprendre à libérer les choses. Mais c'est aussi un moyen excellent, quand on est bien accompagné, pour apprendre à gérer ses émotions. Parce que quand on se laisse submerger par ses émotions, le message il ne passe plus parce que là, il n'y aura que les émotions qui sortent.
ou alors quand on est bloqué, on n'arrive pas à mettre de l'émotion, ni mettre de la vie, ou mettre ce qu'il faut dans la voix pour que notre langage corporel, donc le non-verbal, le timbre, la musicalité qu'on va mettre dans la voix, correspondent au texte qu'on veut dire. J'ai travaillé à une époque, oui, ça permet de revenir un peu sur ma bio, j'ai travaillé à une époque avec le personnel soignant d'une EHPAD, c'est-à-dire une maison de retraite, mais surtout là où il y avait des gens atteints de la maladie Alzheimer. Et j'ai travaillé avec ces personnes pour les aider à apprendre à gérer leurs émotions et les aider à comprendre que quelqu'un qui est atteint de la maladie Alzheimer n'est pas à considérer comme une autre personne. Les gens qui s'en occupent doivent avoir une certaine conscience de leur voix, une certaine conscience de comment ils utilisent leur voix, parce que si j'arrive, je dis « Ah, je suis content de te voir, ah, je suis content de te voir », la personne ne capte que l'émotion et la gestuelle qui l'accompagne. Et c'est « Ah, la personne, elle risque d'être affolée. Et si, par contre, il y en a qui vont vous dire « Ah, tu me fatigues, tu me fatigues », la personne peut entendre autre chose que les mots, parce que ces gens-là sont très sensibles à la mémoire émotionnelle, plus à la mémoire émotionnelle que au sens cognitif. Au sens des mots, oui. Au sens des mots. Mais donc ça, il faut le gérer quand on va dans un supermarché ou dans une boutique, dans une épicerie ou bien à l'accueil, et que la bonne femme ou le bonhomme qui vous reçoit et dans ses problèmes n'arrive pas à se dire « Ok, là je suis dans un travail, je suis payé pour ça, je suis là pour pouvoir enseigner dans une administration et qu'on vous renvoie ou on vous maltraite, il y a de quoi faire monter un certain climat de tension dans notre pays. Et donc la voix, c'est quelque chose de très important. Mais alors, la voix qui véhicule justement des états intérieurs qu'on ne maîtrise pas. Parce que c'est vrai qu'en fonction des émotions, on change de registre, d'une voix très grave, on peut passer à une voix très aiguë, de faire prendre conscience aux gens des signaux que ça envoie, qu'on change de registre quand on est sous le coup d'une émotion, de certains types d'émotions. On a envie de crier et on crie beaucoup chez nous. Oui, c'est parce ça. que ce que vous disiez, peut-être que nos téléspectateurs ont bien entendu, c'est que comme la parole nous était, était réprimée en tout cas, pour dire nous avons dû crier beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui parlent trop haut parce qu'ils n'ont pas trouvé en eux une sorte de, j'allais presque dire, de plateforme qui stabilise un état intérieur, qui disent je sais à quel moment je vais crier, ou je sais ce que ça déclenche en moi quand j'ai telle émotion, et quel changement ça va faire intervenir dans j'allais presque dire, la tessiture de ma voix, quelque chose de... C'est comme si, l'image que je prendrais, vous avez un véhicule qui a 5 vitesses, et en contrôlant la marche arrière, ça fait 6 vitesses, et vous ne savez rouler qu'en première. C'est de cette nature-là où vous avez un bolide et vous le mettez entre les mains d'une personne qui vient tout juste d'avoir son permis. C'est aussi de cette nature-là. C'est-à-dire que quand je propose... C'est la question de la maîtrise que vous posez là. La maîtrise, c'est-à-dire c'est être en contact avec soi-même, être en mesure de se connaître, de se sentir et d'avoir des indications sensorielles pour nous dire, ah là, c'est-à-dire que la voix c'est magique. Quand au niveau vocal, on a une souffrance, on a une douleur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on fait qu'il ne faut pas faire. Donc ça ne sert à rien d'insister. Mais maintenant, vers qui aller? Qui sait quoi faire, comment faire? Parce que ces informations sont récentes et elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Et on ne les trouve pas dans des livres. Elles sont récentes. On ne les trouve pas dans les livres ni sur Internet. Oui. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec quelqu'un au niveau vocal, on n'a pas la même information pour toutes les personnes. C'est-à-dire que
chacun est unique. Donc, Oui, puis pour un même problème, on ne va pas passer par les mêmes exercices en fonction de la personne. Ces questions-là, elles appellent beaucoup des visualisations internes, une conscience, une relation avec soi-même aussi, parce que beaucoup de gens ont très peur d'entrer en relation avec eux-mêmes. Et il reste des... On a beaucoup de gens, dans nos cultures... il fallait beaucoup soigner l'apparence et on a beaucoup de gens qui ont peur de soi-même et qui sont toujours dans une projection par rapport au vis-à-vis ou à la société ou à ses demandes, à ses attentes et qui n'ont pas conscience que, ils sont vivants et ils peuvent vivre leur vie. Et puis qu'ils n'ont pas peut-être aussi conscience des bienfaits que présente le fait d'être en contact avec soi-même, de ne pas rester déconnecté de soi pour plaire à la société qui, elle, est une... construction. C'est une construction, mais elle est dominatrice dans ses attentes et elle vous supprime au nom de l'intérêt soi-disant collectif et donc vous êtes obligé d'être à l'image de ce qu'elle attend de vous, comme dans la société répressive coloniale qui nous a formatés. Donc, moi, je reviens, chers téléspectateurs, je fais beaucoup de zanzolage là depuis. On va parler de Monsieur Toussaint parce que c'est important. Donc, vous vous êtes défini comme chanteur soliste professionnel, baryton. Vous êtes spécialisé, ça c'était peut-être à vos débuts, d'accord? Spécialisé en tant que chef de chœur, au coaching vocal et à la méthodologie de formation de coach. Donc j'ai vu que vous relevez de l'école Richard Cross, c'est bien ça? Oui, c'est... qui est une école de... Oui, c'est-à-dire que Richard Cross, c'est quelqu'un qui vient du milieu de classique, c'est-à-dire en tant que musicien et chanteur. Il a une carrière internationale. Et quand il est arrivé à Harlem, du côté de New York, pour préciser, il était l'un des rares blancs à se balader dans cette région et il a beaucoup fréquenté le peuple noir. Et il s'est rendu compte qu'il avait des choses à apprendre dans ce sens-là. Et il a appris parce qu'il a fait des études de médecine et parce qu'il s'est beaucoup intéressé à l'humain, aux sociétés, à l'histoire. Il s'est dit que c'était quelque chose à développer. D'autant plus qu'à un certain moment, il y a eu l'arrivée des micros. Parce qu'avant, les premières écoles qui existaient, c'était les écoles de musique classique et de chant lyrique. Parce que personne n'avait imaginé qu'un jour, qu'il fallait créer des écoles pour que les gens puissent parler. Parce qu'il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'iPhone, où les gens... il n'y avait pas... donc les gens étaient en contact avec leur corps. Quand vous allez dans une région où les gens ont gardé contact avec la nature, ils ont gardé contact avec les cycles normaux de la vie, ils ont un contact avec leur corps. Mais est-ce que ça nous impressionne aussi beaucoup quand on entend les chorales d'Afrique du Sud? Dans les peuples d'Afrique du Sud, il y a cette manière de chanter qui a l'air très spontanée. Mais bon, on le voit davantage là parce que c'est assez systématique. Quand Mais ce que je veux dire, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire revenir cela. Par exemple, j'ai fait l'expérience récemment avec un groupe de personnes parmi lesquelles il y en avait qui n'avaient jamais chanté, qui n'avaient jamais pratiqué. Et je les ai amenés à vivre une expérience à partir de leur musique. C'est comme si, avec quelques personnes choisies qui ont la conscience de comment fonctionne la voix de façon naturelle et qui sont formées pour ça, je travaille avec eux sur le belay. Moi, je ne suis pas un spécialiste du belay, mais je suis en mesure de savoir, en fonction de l'objectif recherché, comment utiliser la voix pour que ça fonctionne. Donc, on monte un projet et on rassemble des gens, on les fait chanter et ils sont capables de chanter comme ça se chante en Afrique du Sud. Nous sommes des êtres humains exactement les mêmes. Alors, Hervé, est-ce que vous voulez bien nous passer un extrait de la vidéo qui s'appelle... Le défi vocal à Mansoso. Défi vocal à Mansoso. C'était sûr. Pour illustrer donc ce que vous dites.
Voilà, donc on va écouter. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Je veux dire que c'est possible d'utiliser les voix. Dans certaines musiques, dans nos musiques traditionnelles, il y a une sorte d'installation de groupes de personnes qui décident qu'ils savent. Et les autres qui ne savent pas, se sentent un petit peu exclus quand ils veulent y entrer. Ils ne savent pas comment y entrer parce que ça devient difficile. Je ne parle pas du Bel Air parce que je ne parle pas de ceux que je connais pas. Et là, c'était une excellente occasion pour une cause humanitaire de réunir des gens et de faire un défi vocal en l'espace de 1 mois. C'est-à-dire en 4 séances, on a pu monter un spectacle et réussir à faire que les gens se sentent bien et vivent les choses à fond. Vous l'appelez défi vocal? Je l'ai appelé défi vocal à Monsoso parce que c'était pour une occasion spécifique. Donc défi, c'est-à-dire c'est un projet qui était éphémère, c'est-à-dire qui était mesuré dans un temps. Il commençait à une date, devait se terminer à une autre date. Les gens, ils ont découvert des choses d'eux-mêmes qu'ils n'imaginaient même pas. Des gens, dès le premier jour, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec l'idée que ça devrait s'arrêter. Parce que dès la première fois, vous imaginez des gens qui aiment cette musique et qui n'ont jamais été en contact avec elle, parce qu'ils n'ont pas rencontré des gens pour leur permettre de rencontrer leur musique. Rencontrer sa musique, c'est se rencontrer soi-même. Pouvoir chanter sa musique, c'est s'autoriser, se permettre de vibrer, de se sentir vivre de soi. Donc c'était une occasion et les gens disent, c'est pas possible, vous allez vous arranger comme vous voulez, mais il faudrait que ça continue. Donc j'ai dû, après, monter un autre projet qui s'appelle Vocalca et qui permet aux gens dans le nord de la Guadeloupe, dans le centre de la Guadeloupe, dans le sud de la Guadeloupe, de pouvoir venir régulièrement se former avec des gens qui sont formés pour pouvoir leur donner une formation vocale. Quand on regarde les chanteurs de gospel, les chanteurs de gospel, ils chantent pleinement avec leur voix. Parce qu'ils utilisent quelque chose, il faut savoir quoi, et puis se connecter à ça. Mais c'est aussi, quand on entend... quand vous dites que les gens ont pris plaisir, en fait, ils ont découvert, se sont découverts, donc ça veut dire que ça n'est pas une donnée de nature, il faut travailler, mais c'est aussi que l'esthétique dont on a été privé, le sentiment esthétique dont on a été privé, eh bien, on peut j'allais presque dire, le retrouver ou se le réapproprier par des voix parfois inattendues, des biais parfois inattendus. Mais le sentiment d'esthétique, l'esthétique arrive après l'existence de quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut d'abord permettre à ce qu'une chose existe. On a un gros caillou ou une grosse motte de boue, je ne sais pas comment le dire, on a une boue, eh ben, on va mettre un projet sur cette boue, on va donner une forme à cette boue, on va créer l'esthétique à partir de la boue. Mais quand vous êtes dans une région ou dans un pays ou dans une société où les gens, vocalement, ils se sentent handicapés, vocal, on ne peut pas développer l'esthétique par ce moyen-là. Donc on commence déjà à permettre que ça existe, mais exister pleinement pour permettre à ceux que l'on puisse découvrir toutes les possibilités qu'on n'imaginerait pas. D'accord. Non, mais je pensais, le fait que les gens aient envie de continuer, je pensais que ça me paraissait être pas la preuve, en tout cas, le signe qu'ils y avaient pris goût et ils y avaient trouvé du beau. Ils se sont sentis bien avec. Ils se sont sentis bien. Mais ce que vous dites nous entraîne dans des réflexions bien plus générales nous concernant. C'est-à-dire, nous sommes des personnalités
je vais dire, opprimés à dessein, opprimés, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, lorsque nous avons parlé de l'oppression, lorsque nous en parlons, nous avons très souvent le sentiment qu'elle se réduit ou qu'elle se ramène, se rapporte à l'oppression politique, à l'oppression économique, etc., puisque nous sommes issus de pratiques de prédation d'autres peuples, donc qui nous ont laissé de tout petits espaces dans lesquels nous essayons de trouver notre vérité. C'est compliqué. Et à mesure qu'on a des personnes comme vous qui se détachent du groupe pour aller chercher des manières de faire vivre on va dire, ces dimensions de notre être, qui n'ont pas été travaillées, qu'on ignorait même, eh bien, vous nous faites gagner un petit peu de ces dimensions de nous dont on nous a privés et dont nous resterions privés si aucun de nos membres, parce que collectivement, on voit bien que c'est pas possible. Alors, ce que vous dites, c'est... Aucun de nos membres, si aucun de nos membres ne va chercher pour nous ramener ça, eh bien, nous en restons privés et amputés dans nos personnalités. Alors, ce que vous dites explique ma raison d'être là sur ce plateau et la raison fondamentale de mon retour dans mon pays. Oui. Et mon pays, c'est pas la Guadeloupe, mon pays, c'est la Caraïbe. C'est nous, c'est transcaribéen, oui. Voilà. Et ce que vous dites, c'est très, très, très important. Et justement, pourquoi je suis en accord avec la pédagogie Richard Cross, parce que dans la démarche même de la pédagogie, il n'est pas concevable que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs pour pouvoir expliquer à d'autres personnes leur propre histoire. Ça veut dire qu'on va à la rencontre de l'individu à partir de ce qu'il est, là où il en est, et on fait le chemin qu'il veut avec lui. Nous sommes au service de son développement vocal. Mais parfois, il s'ignore, il ne se connaît pas. Donc votre chemin, votre rôle, c'est aussi d'être celui d'un éclaireur, d'un révélateur. Tout à fait. Mais c'est aussi un message fort pour tous nos artistes, nos ingénieurs, nos chercheurs, pour leur dire qu'ils sont mieux placés que quiconque pour pouvoir venir. Parce que mon expérience, elle est celle-là. J'ai quitté la Guadeloupe à l'âge de 18 ans. Après avoir passé mon bac, mes parents m'ont dit... il pas de travail pour ici dedans, faut aller en France, à regarder si vous avez travail à l'administration ou bien profession libérale. Et mon père qui était marin-pêcheur et charpentier et puis menuisier qui faisait différents travaux et était même charpentier de marine, il ne voulait pas que nous, mon frère et moi, qu'on découvre son métier parce qu'il disait, ça trop raide, il était agriculteur aussi. Ah non, allez apprendre les leçons aux autres pour... Et moi, ça me manque. Donc je me suis dit qu'il faut, avant que je finisse cette vie sur cette terre, que je retourne à mes racines pour pouvoir me reconnecter à ça. Je suis parti de l'autre côté. J'y ai vécu au moins pendant plus de 30 ans. Et dans tout ce que je développais, il me manquait une fondation. J'ai eu un beau parcours, mais non seulement il me manquait une fondation, qui était mon contact avec ce que je suis dans ma racine, dans mes gènes, dans ce que je suis profondément, il y avait le contexte qui faisait que l'autre était toujours là pour me rappeler que j'étais pas chez moi et que j'étais là pour suivre ses règles et son fonctionnement. Alors, j'ai dû faire tout un travail pour pouvoir essayer de déconstruire ce que je pouvais déconstruire, parce que pas n'importe comment, parce que si on déconstruit tout d'un seul coup en bloc, on s'effondre, on devient fou. Donc, j'ai eu la chance d'avoir réussi avec différents outils, différentes personnes, différentes circonstances, notamment la voix, à me reconnecter à ce que je suis, et je suis très content de revenir. C'est pour dire à nos formateurs, nos compétences qui sont soit en Asie, soit en Amérique, soit en Europe, de leur dire attention, il faut revenir, parce que je me rends compte que
le travail que je fais avec la communauté, avec ma communauté, j'arrive plus facilement à comprendre les codes, comprendre le non-dit, comprendre les besoins et surtout ressentir le besoin de mes frères, de mes compatriotes, qu'une autre personne qui ne comprend même pas l'histoire, qui n'est pas concernée par les souffrances que j'ai eues ou que mes ancêtres ont eues. Donc, si on veut que notre pays se développe, il faut que ceux qui sont là-bas ou ailleurs fassent ce qu'ils ont fini de faire quand ils ont fini de faire, ou même s'ils n'ont pas fini de faire, mais qu'ils reviennent. Parce que de toutes les façons, s'ils ne reviennent pas, ce sont d'autres qui viennent et qui prennent la place et qui fonctionnent dessus. Ça, c'est vrai pour tout ce qui concerne notre vie de... Alors, c'est la voie. Hein. Est-ce que, oui, vous avez donc un long parcours. Vous avez commencé aussi par les spirituals, le gospel, le chant liturgique, le classique. Vous êtes passé aussi par le jazz et la variété, ou vous pratiquez toujours. Est-ce que c'est aujourd'hui, je ne pratique rien. Aujourd'hui, je suis en train de me ressourcer. Vous travaillez sur la décolonisation de la voix. Je suis à la décolonisation de ma voix. De ma voix. Alors, comme dit c'est l'intitulé de d'une des dernières conférences. De votre dernière conférence, mais c'est aussi l'esprit dans lequel vous travaillez avec votre public, c'est ça? Ben oui, de toute façon, voilà, on n'a pas trop le choix. Il faut l'assumer. Il faut me laisser vous présenter. Vous avez compris que M. Toussaint est guadeloupéen et qu'il travaille donc sans difficulté avec son expérience. Il vient nous l'amener aussi parce que notre histoire est vraiment très connectée l'une à l'autre, celle de la Guadeloupe et la Martinique, nos histoires, si on peut dire. Donc vous êtes passé par ces genres-là. Vous avez chanté d'abord du spirituals. Oui, c'est-à-dire que je dirais même que je chantais des hymnes dans les églises protestantes. Je ne vais pas préciser laquelle. Mais c'est parce que vous étiez, vous, d'obédience... Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi. Mes parents m'ont fait naître dedans. D'accord. Donc, conditionnement, il n'y a pas plus l'école, plus la famille, etc. Donc, j'ai eu une sorte de conditionnement. Et étant donné que je suis quelqu'un qui, naturellement, a toujours été un petit peu amusant, clown, l'amuseur de la famille, le dernier de la famille. Il me manquait ce côté vivant dans le milieu religieux dans lequel j'évoluais. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de vie, donc j'ai découvert le négo spirituel, le gospel, je suis allé dedans. Donc en parallèle avec mon travail, j'ai créé plusieurs structures pour pouvoir développer le gospel en France et même au niveau de l'Europe. Et on vous voit chanter, donc vous avez beaucoup travaillé avec des structures comme les assurances, les banques, où il y avait des chorales. Ça c'est une deuxième période. Ça c'est une deuxième période, c'est quand j'ai dû cesser ce temps où je créais des structures au développement du gospel. J'ai décidé à ce moment-là de développer mon entreprise de production. Et j'étais conseiller en organisation d'événements pour les événementiels, pour les sociétés d'événementiels, pour différentes structures et je faisais aussi de la formation. Mais ce qui a été déterminant dans ma vie, c'est lorsque je me suis interrogé sur l'histoire du gospel négo spiritual. Les gens, ils chantent des choses mais ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Il s'agit de l'histoire d'un peuple opprimé qu'on a voulu dominer encore plus et on a voulu, par hypocrisie, lui dire « Ah, tu as une âme, si tu veux avoir une âme, ton âme se développe, il faut te convertir à ci et à cela. » Mais les gens en question, c'était des Afro-Américains, Afro-arrivés en Amérique, des Africains arrivés en Amérique. Ils n'ont pas oublié ce qu'ils étaient. Et ces musiques qu'on leur proposait, ils les ont transformées. Ces messages qu'on leur donnait, ils les ont transformés. Et je dis, attention, le gospel n'est pas une musique à rendre les gens plus débiles encore. Le gospel, c'est une musique de libération. Pourquoi? Parce que lorsque les gens chantaient à la base le négo spiritual,
Ils utilisaient cela comme une musique pour pouvoir faire passer des messages. Ils utilisaient ça comme une musique pour pouvoir se réunir, Se réapproprier aussi. se rencontrer et construire ensemble. Et c'est ce qui a permis d'avoir tous ces mouvements d'émancipation aux États-Unis, parce que les églises noires sont devenues à un certain moment des lieux où il y avait des syndicats, où il y avait des réflexions. On n'était pas là en train d'imaginer sur quelque chose qui va se passer, qui n'arrive jamais. On était là sur quelque chose de concret. OK, on sait qu'il y a ça, mais il y a surtout le présent qu'il faut gérer. Et je trouve qu'il manque chez nous cette conscience dans certains milieux où on reste que sur le texte, mais le message profond du gospel et spirituel et la compréhension du style de musique. Non, mais c'est vrai dans beaucoup de choses. Nous reprenons très souvent les cales des choses, l'aspect apparent, et nous sommes dans des styles, pas forcément dans des pratiques, des appropriations. Alors, qu'est-ce que vous faisiez aux États-Unis, puisque vous y êtes? Vous avez donné des concerts ou qu'est-ce que c'était? Oui, j'ai eu l'occasion de donner des concerts, j'ai eu l'occasion d'organiser des voyages et d'organiser des stages là-bas avec mes amis, mes collègues dans le métier. J'ai eu à faire aussi moi-même des séances de formation dans le domaine lyrique avec David Jones. Vous êtes formé avec David Jones à New York. À New York. Et aussi au laboratoire de la Voix de Paris. Oui, avec c'est ça. Raphaël Sikorski. Oui, c'est ça. C'était sur du chant lyrique. Du chant lyrique. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ces influences dans votre manière de chanter. Est-ce que, Hervé, est-ce qu'on peut voir la deuxième vidéo? C'était quoi déjà? Je chantais avec un groupe en Belgique. Dans une banque, non? Non, c'était en Belgique, un concert de fin d'année avec une chorale lyrique où je leur apprenais à chanter le gospel. Oui. Et ils ont beaucoup aimé et j'ai voulu interpréter un chant que j'estime un peu dans leur style lyrique, mais avec des couleurs, un message qui concerne le peuple noir. Donc c'était All Man River. Voilà. Est-ce que, Hervé, vous trouvez cette vidéo?
Voilà. Alors, voilà, j'étais en train de dire à Hervé couper parce que l'émission va se terminer bientôt. On a beaucoup de choses encore à se dire parce que j'ai pas fini. Ben, je reviendrai. Je n'ai pas fini avec la biographie. Comment avez-vous trouvé votre registre de voix dans ce qu'on vous entend? Bon, c'est l'influence gospel. Entre-temps, il y a un chemin qui a été fait. Je pense que je ferai autrement, puisque la voix, c'est quelque chose de mobile, qui évolue avec l'individu. Par exemple, dans la formation que je dispense en Guadeloupe et en Martinique sur la question de formateur vocal, qui débouche sur un diplôme Bac+2 qui permet de travailler partout. Dans cette formation, il y a un séminaire qu'on appelle le séminaire, il y a 2 séminaires que je vais mentionner, celui qui est sur le corps. Donc, un travail spécifique sur le corps permet d'avoir accès à des choses dans la voix. Deuxièmement, il y a cet aspect qu'on appelle mécanique et symbolique. Quand on a exploré avec quelqu'un tous les aspects techniques, mécaniques, et on peut tomber quelquefois sur des obstacles qui ne sont pas de l'ordre de la technique. Ça peut concerner des questions qui sont plus symboliques. À ce moment-là, on peut avoir la technique pour pouvoir essayer de dénouer certaines situations, mais ça peut nous amener à collaborer avec des professionnels qui sont complémentaires à notre travail. Pour dire qu'aujourd'hui, par rapport au chemin que j'ai parcouru depuis que j'ai fait ce concert, on va dire que ça fait au moins 4 ans, plus de 4 ans. Oui, il y a au moins 5 ans. Ma voix a évolué, ma voix a changé, puisque je change avec ma voix, puisque la voix, c'est l'expression de ma personnalité. Donc, ce même chant, je le chanterais différemment. Mais on entend de manière très classique catégoriser les chanteurs en fonction aux chanteuses, en fonction de leur voix, baryton, alto, soprano. Vous êtes quoi? Moi, il y a toujours eu un gros problème avec ma voix. Oui. Parce que, en fait, j'ai l'amplitude vocale pour pouvoir chanter baryton et chanter ténor. Et dans la classification spécifique imposée par la musique classique, le chant lyrique, il y a soprano, alto, ténor, basse. À la base, dans toutes les structures, dans les cultures primitives, pas dans le sens péjoratif, les premières cultures, il y avait toujours eu une espèce de polyphonie que nous, on a perdu ici en Guadeloupe et en Martinique. C'est-à-dire même dans les chants traditionnels, il y avait, et c'était des constructions polyphoniques qui étaient souvent basées sur 3 voix. C'est-à-dire il y a une voix qui tient, une voix qui chante au-dessus, une voix qui chante en dessous, et c'est là qu'on retrouve la notion du ténor qui est teneur, et puis l'alto, la soprano qui est venue après, mais et après on peut déployer. Mais à cause du fait que il y a toute cette question-là, j'ai pas envie de m'enfermer dans une classification, parce que j'ai développé entre-temps d'autres choses au niveau de ma voix, où je peux chanter aussi avec des femmes sans qu'on reconnaisse que. Et ce qui est fantastique, avant que je rencontre cette pédagogie, j'étais bloqué dans la voix lyrique. Parce qu'à un moment, j'ai découvert des sensations dans la voix lyrique. Et elle est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, la voix lyrique, par rapport à la voix, on va dire, non lyrique classique? La voix lyrique, c'est quelque chose de normalisé. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas chanter du lyrique. C'est-à-dire qu'il y a comme une codification de comment la voix doit être pour tel type de voix, tel type de voix. Soit vous avez la morphologie, et ça c'est un cadeau, vous pouvez y aller, mais si vous n'avez pas la morphologie, vous allez tout essayer, vous allez chanter dans le chœur, vous n'allez jamais être soliste de lyrique. Moi j'aurais pu, mais j'ai découvert ça trop tard. Et pourquoi... Mais vous l'avez pratiqué, le chant lyrique? Oui, j'ai pratiqué à un certain niveau, sans vraiment aller dedans, parce que pour moi, c'était beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus vivant de chanter du gospel et de m'éclater sur scène et de faire chanter 100 personnes, etc. C'était beaucoup plus stimulant pour moi que d'être dans la contrainte d'interpréter certains titres
sans dévier d'un millième de je sais pas quoi, de l'interprétation. Mais c'est parce que vous aviez encore d'autres choses à faire avec vous-même, puisque Voilà. vous étiez en Je devais me préparer à venir ici. Oui, et puis vous cheminiez vers vous-même, parce que je crois que nous tous ici, dans nos régions, de par l'histoire qu'on a eue, eh bien, on a un jour rencontré une dimension de soi qu'on a creusé, cultivé, et on a cheminé avec. Et on a essayé après de partager avec notre peuple pour dire, voilà, il y a aussi ça qui est à nous. Et même si ça nous apparaît à travers l'un des nôtres, mais l'individu peut être la clé qui mène au collectif. Et donc, beaucoup des nôtres ont développé des compétences qu'ils ont d'abord découvert à travers l'un de leurs membres. Oui, justement, voilà. Je voulais dire que quand j'ai lancé la formation de formateur vocal en Guadeloupe et en Martinique, on n'avait pas la chance qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que si quelqu'un est auteur-compositeur, si quelqu'un est à la SACEM, si quelqu'un travaille dans une entreprise qui veut une reconversion ou développer des compétences, il y a aujourd'hui, par rapport au fait que cette formation est certifiée, c'est-à-dire qu'elle elle est reconnue comme formation professionnelle. Vous parlez de votre école, hein? Je parle de ce que je suis venu amener dans nos pays. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, les gens peuvent se former pour pouvoir avoir un diplôme. Donc, arrêtons d'avoir des formateurs qui n'ont pas de diplôme et qui ne savent pas forcément de quoi ils parlent. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va nous emmener à l'excellence et au développement de ce que nous sommes et de notre art. Pourquoi ? Je travaille aujourd'hui avec des adultes parce que là où on développe notre voix, notre conscience mélodique, notre conscience polyphonique, notre conscience rythmique, c'est dans l'enfance. Trop de jeunes et d'enfants naissent dans des familles où les parents n'osent plus parler, n'osent plus chanter, qui fait que les enfants, quand ils grandissent, ils n'ont plus les connexions au niveau neuronal pour pouvoir être de bons musiciens. D'autant plus que, ni des chanteurs, d'autant plus que c'est à ce moment-là. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est d'inciter un maximum de personnes de se former pour qu'eux, ils soient en mesure de former d'autres personnes, qu'on puisse avoir un maximum de personnes formées. Et pour que nos enfants, la génération future qui va naître, puissent naître dans un contexte où on ne va pas les brimer, ils ne vont pas avoir honte de chanter. Normalisé, et ça va être normalisé, comme ça s'est fait à Cuba, comme ça s'est fait à Venezuela. C'est-à-dire que s'il y a des artistes qui se développent, c'est parce qu'ils ont trouvé un milieu favorable. Et c'est aussi de nous donner une chance d'exister à travers notre propre musique. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que nous qui avons conscience des spécificités de notre histoire, eh bien, quand nous allons à la recherche de compétences ailleurs, c'est d'ailleurs ailleurs très souvent que nous nous rencontrons, que nous nous trouvons, parce que nous comprenons mieux dans les cadres dans lesquels nous sommes qui nous sommes. C'est paradoxal, mais c'est très souvent ça. Ou alors on rencontre notre manque. Oui, de nous-mêmes. Oui, mais parfois, donc, on prend les mesures, des dispositions pour les combler. Mais il se trouve que très souvent, les nôtres restent dans l'ailleurs et qu'ils ne font pas profiter leur... Bon, ils n'ont pas forcément cette mission-là, mais ils peuvent décider aussi que, ben voilà, compte tenu des savoirs qu'on a sur nous-mêmes et des raisons qui font que, voilà, nous avons beaucoup de manques, eh bien, on peut décider d'amener ces compétences. Le problème, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir les retombées qu'on a ailleurs en termes de gloire, de tout ce qu'on veut, de salaire. Il ne faut pas s'attendre à les avoir chez nous, puisqu'on est très souvent, au contraire, dans beaucoup de souffrance quant à ça. Donc, comme notre émission se termine, j'aurais voulu que vous disiez un peu... d'abord à nos téléspectateurs, d'autres petites choses qui vous intéressent, que vous leur parliez aussi des formations que vous faites, mais on a vraiment à peine 4 minutes. Alors, si on a 4 minutes, je dirais, il faut aller sur un site internet, c'est www.écolerichardcross.fr
École Richard Prost, c'est Cross. collé. Hein? C'est ça, collé. c'est collé. C'est école Richard, école normale, Richard, Alors, R-I-C-H-R, C-R-O-2-S. 2S, voilà. .fr, et vous aurez un certain nombre d'informations. Et sur Monsieur Tousset, allez chercher, vous tapez José Gérard Tousset et vous allez pouvoir lire toute sa bibliographie parce que finalement, sa biographie, pardon, parce que finalement, je n'ai pas réussi à vous la présenter. On avait des choses probablement plus importantes à vous. Oui, voilà. C'est plus intéressant de parler de ce que je fais aujourd'hui que voilà. ce que j'ai fait. Voilà. Non, mais c'était pour vous dire qu'il avait quand même un cursus et que c'était intéressant de savoir comment on sort aussi d'un cursus pour entrer dans un autre. Mais la question de la voix et de son rapport au chant et à la musique, ce sont des choses que nous mélangeons dans nos représentations, j'allais dire, populaires. Et en fait, on voit que ce sont des domaines à différencier, à distinguer, parce que d'abord, on n'a pas un même rapport organique, physique à ces aspects. Et puis, la voix, on se rend compte qu'elle a une dimension justement qui est véritablement organique, que le chant n'a peut-être pas, peut-être que la voix est au service du chant, peut-être que la musique aussi est une dimension extérieure qu'on ajoute à... Donc il y a trois dimensions, il y a trois choses différentes dont il faudrait parler. Alors, si on avait encore plus de temps. Je vais synthétiser et dire que ce qui est fantastique, c'est qu'il est tout à fait possible de considérer que ces trois choses forment qu'une seule. Une seule, voilà. C'est-à-dire que le chanteur, son instrument, c'est son corps. Donc le chanteur, c'est un musicien. Même vous, quand vous parlez et que vous faites votre émission, vous utilisez votre voix et il y a une musicalité dans votre voix. Si je parle comme ça, je reste sur une seule note et si je peux décider de descendre, je peux décider de monter. Donc toutes les personnes qui peuvent parler et qui ne parlent pas de façon très monocorde, aussi au niveau des notes, ces personnes-là, ils peuvent améliorer leur écoute, améliorer leurs sensations et pouvoir se dire qu'un jour qu'ils chantent avec plaisir, avec plénitude et avec justesse. Voilà, chers amis, c'est déjà fini. Il faut qu'on se dise au revoir. À très bientôt. Et voilà, merci à vous. Voilà, ça dépendra aussi de vous, demander qu'ils reviennent. Et puis, on va quand même réfléchir un peu à la musique et au chant, parce que ce sont quand même il n'y a pas forcément de lien automatique entre la manière de chanter et le type de musique qu'on pose sur le chant. Peut-être qu'il y a aussi des constructions qu'il nous faut déconstruire pour comprendre comment ça marche. Mais voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que, voilà, c'était peut-être un petit peu, parfois un petit peu abstrait, mais... eh bien, ce sont des dimensions de nos fonctionnements auxquels nous voulons toucher parce que nous grandissons, nous vieillissons, nous mûrissons. Nous avons des gens qui font des expériences des nôtres et qui viennent nous enrichir avec tout ça. Donc, prenons ce qu'ils nous offrent, réfléchissons et puis allons parler de nous. Allons parler de nous avec de plus en plus de raffinement. C'est le but de l'exercice. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite donc de lui téléphoner si vous voulez. À quel numéro? Alors, j'ai ce numéro, le 06 90 972 comme la Martinique, 202. 202. Vous avez compris, 972 202 avec à partir de la 690 pour la Guadeloupe. Voilà, je vous souhaite Merci. donc de passer un bon moment. Enfin, j'espère plutôt que vous avez passé un bon moment. Et puis, je vous dis à bientôt pour nos prochains débats qui sont effectivement soucieux de nous aider à nous voir avec de plus en plus, de nous sentir de plus en plus raffinés. Le but, c'est aussi de nous connaître à travers nos différentes expressions identitaires, mais aussi, ça peut déborder l'identitaire, c'est nous situer dans l'universalité dont on nous a rebattu les oreilles sans nous permettre d'être d'abord des êtres spécifiques. Voilà, à très bientôt.